Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sans titre, aujourd'hui enregistrée au studio 1316 du Centre Pompidou. Pour ce nouvel épisode, nous avons l'immense plaisir de recevoir l'auteur et dessinateur de bande dessinée Edmond Baudouin. Bonne écoute. Edmond Baudouin, merci beaucoup d'être présent. Donc rapidement, tu es originaire de Nice, tu es auteur et dessinateur de bande dessinée, ce qui est devenu ton activité principale autour des 40 ans. C'est donc dans les années 80 que ta carrière d'auteur-dessinateur décolle, avec plusieurs ouvrages publiés aux éditions Glénat. Depuis, on est à plus de 70 publications tout au long de ta carrière. Loin de moi l'envie de faire un détail exhaustif de tout ça. Ce qu'on peut peut-être poser, c'est que vraiment tu as une reconnaissance dès 92 avec le prix Alphard, prix du meilleur album décerné par le Festival d'Angoulême. Avec l'ouvrage, alors là j'ai une question de prononciation, est-ce Kuma Ako ou Kuma Asso? Ako. Aux éditions Futuropolis, ce qui sera vraiment un point important pour affirmer ton style autobiographique dans la BD, ce qui est peu le cas à l'époque, donc ça marque vraiment un premier jalon qui te distingue. Ta collaboration avec les éditions Futuropolis se développe ensuite. C'est vraiment une séquence importante qui verra naître plusieurs ouvrages tels que Carla, Le Voyage, Au pied des étoiles. Ton engagement artistique se poursuit avec de nombreuses collaborations, notamment avec Jean-Marie Leclésio, qui continue d'explorer des thèmes personnels et sociaux. En parallèle à Futuropolis, tu publies également dans Métal Hurlant, puis tu participes à des projets internationaux, notamment au Japon avec l'éditeur Kodansha. Ton œuvre se diversifie avec des récits biographiques sur des figures comme Picasso et l'abbé Pierre. En 2021-2022, la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême te consacre une exposition rétrospective Baudouin, dessiner la vie. Voilà, vraiment en très très grande diagonale les points importants. Donc Edmond Baudouin. Bienvenue. Dans un premier temps, j'aimerais, si ça vous dérange pas, qu'on revienne sur vos études et votre formation et savoir si ça a une importance dans votre parcours après d'auteur. Ça a une importance mais par la négation au début, parce que je n'ai que le certificat d'études. Donc ça va pas loin de l'école. Mais après j'ai fait un CAP d'aide comptable et j'ai été comptable, et puis comme la comptabilité c'est facile, je suis devenu cadre dans l'entreprise où j'étais, un palace à Nice. Et voilà pour ce qui est du début, mais en vérité je dessinais depuis tout gamin, hein. Bien sûr c'était mon rêve, mais pour mes parents le dessin, la bande dessinée, l'art, la bande dessinée, il n'était pas question pour moi-même, hein. L'art en général, c'est pas un métier, c'est pas une manière de gagner sa vie. Et moi, j'étais un gentil gamin, et donc j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'aimais pas l'école, bon, d'accord, mais il fallait aller jusqu'à 16 ans quand même. Alors on m'a envoyé dans un truc de comptabilité. On a dû estimer quelque part que j'étais comptable. Et seulement, donc oui, je gagne bien ma vie et tout, mais à 30 ans, on a l'impression d'être à la moitié de sa vie. Et là, moi je pensais mourir à 60, hein, et j'avais plus de compte à rendre à mes parents, à mes enfants, oui, parce que j'avais des enfants, mais il fallait que je dessinais, je pouvais pas mourir sans dessiner. Voilà, c'était pas la bande dessinée, c'était le dessin. Je pouvais pas mourir sans dessiner. Donc j'ai fait en sorte de quitter ce métier dans lequel j'étais et pour aller vers le dessin. Et concrètement, comment ça s'est passé, ces premiers pas, justement? C'est quoi les premières démarches? Les premières démarches, ça a été surtout que ça n'ait pas été... je quitte
j'ai de l'argent, je me suis acheté, pour mettre dans un espace de la maison, un atelier. Je me suis acheté une table à dessin, j'ai tout ce qu'il faut pour dessiner. Je dessinais le dimanche, je dessinais en vacances, je dessinais des fois le soir. Mais là, il se passe rien. Là, je suis vide. J'ai tout fait pour être devant le fait de dessiner, mais là, non, il n'y a rien. Et au bout d'un mois, ça devient un peu difficile. Je me dis, surtout à l'époque, c'était les années 72, 73. Et je me dis que peut-être, voilà, je sais pas le faire. Je pouvais le faire comme ça en dilettante, mais pas en... Et que on me proposait, à l'époque, il y avait beaucoup de travail. On me proposait même des emplois dans lesquels j'étais, mais même supérieurs au salaire que j'avais. Et j'étais sur le point de tout abandonner, oui. Et puis je me suis dit, je vais m'imposer quelque chose. Je vais m'imposer un truc. Et je me suis imposé deux poètes. Un, c'est Neruda, un peu sur la terre, et l'autre, un peu dans les airs, Rimbaud. Et je me suis imposé de illustrer. Un jour un poème de Neruda, un jour un poème de Rimbaud. Et ça a mis la pompe en marche, quoi. Hein, il est venu l'eau après, on va dire, hein, quand à la campagne on tire l'eau, quoi. Eh bien, l'eau est venue comme ça, grâce à ces deux poètes. Voilà. Et j'ai commencé à faire. Je pensais faire de l'illustration, de toute manière. Je voyais pas. Les galeries, ça me plaisait pas trop, l'idée d'exposer dans les galeries. C'était vraiment dessiner, c'est comme un gamin. Hein. Je pars pour faire du dessin, mais sans me poser la question. Je sais que je vais être pauvre et que donc mes enfants aussi, quoi. Je sais cela, mais je veux dessiner sans une once d'avoir réfléchi à de quelle manière tu vas gagner ta vie. Hein. Je pense à l'illustration. Peut-être pour des journaux, peut-être pour des... pourquoi pas pour les enfants. À l'époque, vous habitez où ? Nice. Nice, oui. Et du coup, comment les dessins sortent de l'atelier ? Qui est une question un peu qui se pose à chaque fois qu'on a quelqu'un, et puis qui s'est posée aussi pour nous. Eh bien, quand on fait comme cela, premièrement, il y a des fois, mes amis, ils sont très étonnés de cela. Ils sont professeurs, ils travaillent à l'EDF, ils travaillent. Et ils ont un peu peur. En même temps, ils aiment ce que je fais depuis toujours. On est ensemble depuis longtemps. Il arrive que, comme ça, pour m'aider à payer le loyer, ils achètent un dessin, ou 2, ou 3. Mais j'expose aussi. J'expose quand même, mais pas des galeries. Des cafés, des trucs comme cela. J'expose. Et c'est lors d'une exposition, bien plus tard, hein, pas tout de suite, mais où mais en même temps, je fais des voyages à Paris. Il m'arrive 2 fois de faire un voyage à Paris avec ce que je fais pour aller voir des éditeurs. Mais comme je suis inculte complètement avec la question, la culture, je ne sais pas quels sont les éditeurs qui font des illustrations. Et je m'en préoccupe même pas. Et puis, il n'existe pas à l'époque, il n'y a pas Facebook ou des trucs comme ça. On peut pas aller, j'ai pas d'internet, j'ai même pas de téléphone. Et je prends des rendez-vous. Oui, peut-être là, j'ai le téléphone, ouais. Je prends des rendez-vous avec tous les éditeurs à Paris, quand j'y vais. Mais tous les éditeurs, je veux dire, livres, autres. Et il m'est arrivé une belle aventure avec un éditeur. Parce que je viens avec mon carton à Paris, donc, sans payer le train. Je m'arrange pour pas les trains de nuit, quoi. Il y a des gens sympathiques qui me cachent sous leurs jambes, dans les compartiments.
C'est pas notre époque, hein. On n'est pas aujourd'hui, hein. Il y a une humanité qui n'existe plus, quoi. Je rentre dans un compartiment, j'explique que je vais à Paris pour montrer mes dessins, je les montre, et puis je dis, est-ce que vous pouvez me cacher? Et ils me cachent. C'est dingo, hein. Vous faites ça aujourd'hui dans un truc. Bon. Mais donc, 2 fois, je vais à Paris. Et je vais avec le carton. Et une fois, je vais aux éditions de Minuit avec le carton. Et là, c'est une fille. Après, j'apprends plus tard que c'est la fille de Lindon, que je crois que c'est elle, la directrice aujourd'hui, ou peut-être qu'elle est plus vieille, je sais pas, parce que je parle d'un temps ancien. Elle me reçoit. Et elle est sympa. Elle est plus sympa que tous les autres que j'ai vus. Et elle regarde mes dessins. Elle les trouve bien. C'est des dessins de Neruda. Et elle trouve bien. Et puis, au bout d'une demi-heure qu'elle a regardé tout cela, avec plaisir, elle me dit, mais seulement les éditions de Minuit, ils font pas d'illustration. Et moi, je découvre. Ah bon? Merde. Bon. Et, mais elle me dit, mais Neruda aimerait bien voir ça. Je dis, mais Neruda, je peux pas avoir Neruda. Si, il était ambassadeur du Chili en France à l'époque. Elle prend le téléphone, elle appelle Neruda. Neruda répond, et il dit, oui, je veux bien le voir. Et voilà, le lendemain, je m'en vais avec les dessins chez Neruda, et enfin, à l'ambassade. C'était rigolo comme ambassade, hein. C'était vraiment décontracté. Un type, il se faisait 2 œufs sur le plat dans les escaliers. Et je dis, où il est, je peux voir monsieur Neruda. Ouais, tu montes là, tu vas au fond du couloir, tu vois une porte entrouverte, c'est là. J'ai fait ça, et puis voilà, j'ai vu Neruda. Et puis il a aimé. Et puis je lui ai tout donné, quoi. Voilà. Voilà pour dire mes trucs, mes balades à Paris, quoi. Donc un sens aiguisé du commerce déjà. et du coup, donc les dessins sortent comme ça. Vous vous présentez aux différents éditeurs, ouais. Même ceux qui font pas de dessin. Oui, ouais. Sans savoir, quoi. Mais alors, ce qui est beau aussi, mais qui est différent pour un jeune d'aujourd'hui, fille ou garçon, c'est qu'on pouvait voir les éditeurs. Hein. Je pouvais même voir des éditeurs qui n'étaient pas... ils nous recevaient, quoi. On voyait des gens, quoi. On était en face de personnes. Juste pour ma culture personnelle, à ce moment-là, est-ce que c'est qui les auteurs qui sont publiés en bande dessinée Eh bien, il y a effectivement Pilote qui commence fort. Hein. Ça Pilote est le truc. Est-ce qu'à suivre, est-ce qu'il n'y a pas encore Tardi à suivre, il n'y a pas encore tout cela, hein, il n'y a pas encore non. Il n'y a pas encore Comès, il n'y a pas encore. Non, okay. C'est avant. Ok. Et donc le premier livre qui est publié. Une exposition. Ouais. Il y a un jeune homme de mon âge, qui a toujours mon âge aujourd'hui, sauf que c'est plus le même. Il vient, il regarde et il me dit, ce que tu fais, ça pourrait faire de la bande dessinée. Moi, j'aime pas. Parce que il faut mettre des... Ça va, ça? Oui, oui, ça va, ça va très bien. Non, en fait, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, en fait, j'aurais dû poser la question. Il n'y a pas d'appétence pour la bande dessinée à ce moment-là? Rien du tout, non. C'est pas ma culture, quoi. Ouais. Et puis, en plus Puis, il y a peu de BD. Il n'y a pas de BD adulte. Il n'y a pas de BD. Mais je me pose même pas la question adulte. La bande dessinée me plaît pas. Parce que il y a des textes avec des dessins, il y a des bulles, il y a des trucs. Puis, je suis né en 42, hein. Waouh, quand j'ai 5, 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de bande dessinée. Hein. Enfin, après, il y en a un peu à l'école qu'on se passe, mais c'est des trucs, on appelle ça des fumetti italiens, hein, des choses qu'on se passe, hein, des rock Rogers ou des trucs comme ça s'appelle. Enfin, c'est assez nul, quoi. Hein, ça m'intéresse pas. Et c'est nul. On recopie avec mon frère, on recopie les scènes des chevaux, des trucs comme ça, mais voilà, ça nous enthousiasme pas, quoi. Et lui, il me dit, ça peut faire de la bande dessinée, mais je suis pauvre. Et je me dis, allez, bon,
Il s'appelle Numa Sadoul, il est connu dans le monde de la bande dessinée, il a fait des bouquins sur Hergé, c'est un grand critique, quoi. Et, eh bien, il me dit, je peux te faire travailler pour, justement, Glénat. Il fait un petit journal, ça n'existe pas encore, les livres de Glénat, mais ça s'appelle Le Canard Sauvage, un fanzine. Et s'il peut me payer, s'il peut me donner des sous, je vais essayer. Et je fais, effectivement. Et là, je découvre un truc. Ça va pas marcher du tout. Hein. Il va faire un livre, mais ça s'arrête là. Ça va pas marcher du tout. Mais je découvre que j'aime écrire. Et ça, d'être allé à l'école jusqu'à 14 ans, je pouvais pas savoir que j'aimais mettre des mots les uns derrière les autres et des phrases et me poser la question de tout ça. Parce que j'étais un grand lecteur. Hein. Ok, la bande dessinée, non, mais le livre, oui. Et qui vient dire que je ne savais pas la grammaire de la bande dessinée et je ne savais pas qu'en bande dessinée, on ne faisait pas d'autobiographie. Parce que tout ce que je lisais, eh bien, beaucoup de livres parlent de la personne. Et s'ils parlent pas de la personne, même si c'est Victor Hugo, on sent bien qu'il y a Victor Hugo derrière, quoi, qui se prend pour tel ou tel. Donc, voilà, c'est les livres. Il y a un rapport, que ce soit les polars ou quoi, il y a un rapport direct de la personne dans le personnage. Et donc, je fais cela et ça me plaît. Et là, ça me plaît. Et là, ça devient énorme pour moi. Mais personne ne me veut. Par contre, là, je vais taper aux portes des éditeurs de bande dessinée. Mais là, il n'y en a aucun qui me dit oui. Et à ce moment-là, on tape aux portes des auteurs, des éditeurs de BD, avec un projet sous la main, avec un projet dans la tête. Non, un projet de faire des bandes dessinées. Non, encore là, non, encore rien. Non, rien. Je veux faire de la bande dessinée, quoi. Mais je fais, oui, des trucs de 3-4 pages, quoi. Hein, ma chaîne de 4 pages, et puis je monte ça. Mais en vérité, on me dit pas non pour ce que je montre. On me dit non parce que, à l'époque, c'est donc le début des années 80, ou la fin vraiment des années 70, quand je montre les trucs, et Casterman, Dargaud me disent non, et ils me disent non sérieusement, parce que ils me disent, la bande dessinée, c'est pas de l'art, et vous faites de l'art. Et donc, on vous publie pas parce que c'est pas, vous faites pas de la bande dessinée. Moi, je pensais faire de la bande dessinée, je mettais des cases les unes derrière les autres, mais à leurs yeux, c'était de l'art, et la bande dessinée, c'est pas de l'art. On remonte là, hein, vous voyez, aujourd'hui, c'est à Beaubourg, hein, mais vous voyez le chemin quand même qui a été fait. Et puis, j'allais en fosse dans les festivals, comment dire, quand même ça me plaisait, il fallait que je rencontre des gens. J'allais sans être invité dans les festivals. Mais je deviens ami avec des gens de Paris, des copains de Paris, qui me fascinaient. Frank Reicher, Golo, Schlingo. Ces trois-là. Et ces trois-là, ils aiment bien ce que je fais. Ils sont complètement allumés, hein, à l'époque, mais ils aiment. Et je couche dans leur chambre à l'hôtel, quoi. Comme avec le train, quoi. Mais eux, je les aime bien, oui. C'est des fous. J'ai jamais vu ça, quoi. À Paris, ils dorment pas, quoi. C'est la nuit, quoi. C'est que toute la nuit, et puis il faut boire des coups et des coups et des coups. Et moi, je suis pas dans le coup de tout cela. Et puis, la culture parisienne, quoi. Et puis, Frank Reicher, il connaît la littérature, il connaît tout. Et un jour, il me dit, je t'amène chez le seul éditeur qui peut te publier. Il y en a qu'un. Et il me prend par la main, quoi, enfin, manière de dire. Et il m'amène chez Futuropolis, Étienne Robial de l'époque. Et là, lui, il me dit oui. Voilà. Il me dit oui, voilà. Il me dit oui comme ça. En vérité, il aime pas beaucoup ce que je fais, parce que pour lui, c'est de la poésie. Il n'aime pas la poésie. Et puis, je suis pauvre. Je suis habillé comme
par les copains, ça veut dire j'ai des pastes def quand c'est plus la mode des pastes def. Et lui, il est très à la mode. Paris, quoi. On rigole pas, quoi. C'est comme Métal Hurlant, quoi. C'est des mecs Paris, quoi. Je rencontre Dionnet, tout ça. Eux aussi, ils aiment Dionnet, Manœuvre. Mais Dionnet, il me dit, j'aime, mais je peux pas te publier. Mais ouais, c'est bon. Mais ça, moi, je peux pas. Il me dit pas parce que c'est de l'art. Il me dit, je peux pas parce que voilà, ça rentre pas dans mon truc, mais ouais, continue. Et donc, ces gens-là, ils m'aident. Ils sont autour de moi. Et Franck, Schlingo, Golo et Robial. Et qui me publie parce que il comprend pas ce que je fais. Mais Robial, c'est un drôle de type. Il a eu 20 sur 20 à Lausanne, à l'école où il était, l'école de graphisme. Ça ne se fait pas 20 sur 20. Il a eu 20 sur 20 parce qu'il pouvait pas faire autrement, les types à Lausanne. Avec lui, il a prouvé par la suite, Canal+, et ainsi de suite. Mais il aime, il comprend pas, mais il me dit, tu m'emmerdes même. Je comprends pas, mais c'est toujours parfait. Voilà. C'est son rapport à l'œil, quoi. Lui, c'est l'œil, quoi. Ce que je fais, ce que je mets dans une case, quoi, qui le fascine. Et il me dit, bon, voilà, tu vas faire. Ce qui met en rage les autres éditeurs, qui lui disent, non, il faut pas le publier, parce qu'il va tuer la bande dessinée. On est toujours à cette époque-là. Ils lui disent que je suis un fossoyeur de la bande dessinée. Donc voilà, ça commence comme ça. Mais là, oui. Alors là, je fais des scénarios. Là, le premier livre, le premier, non, il me publie des choses que j'ai fait un peu partout. Les Sentiers cimentés, c'est n'importe quoi. Mais le deuxième, je fais un scénario. Et là, j'écris, puisque j'aime écrire. J'écris la valeur d'un roman que je jette tout pour arriver à 44 pages, puisque c'est 44 pages à l'époque. Et ça me prend 7 mois d'écriture et 5 mois de dessin. Voilà, le premier livre. Et les 2-3 autres qui viennent, c'est comme ça. 7 mois, 5 mois. Un livre par an, quoi. Et à ce moment-là, vous arrivez à en vivre? Non. Je travaille à mi-temps je trouve des jobs à mi-temps, des trucs, je suis n'importe quoi, aide de géomètre, je travaille dans un journal à la mise en page. Plein de trucs. Et vous êtes toujours à Nice? Oui. Ouais. Et il n'y a pas eu, parce que on parle de centralisation tout le temps sur ce podcast, il n'y a pas eu de moment où l'envie d'habiter Paris s'est fait sentir, ou le besoin, à l'époque, oui, ça, il n'y avait pas, on pouvait pas faire des scans, on pouvait pas faire des choses comme ça. Et effectivement, d'être en province, comme on dit, Nice ou ailleurs, Montpellier, ça posait des problèmes pour un auteur. Ouais. Parce que, le dessin, tu l'envoyais. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait aller à Paris. Et d'être en province, t'étais loin. Aujourd'hui, tu peux être au Mexique, tu travailles au Mexique pour l'éditeur parisien. Mais à l'époque, non, c'était compliqué. Mais j'avais des enfants et tu t'en vas pas. Et puis les loyers, et puis machin, quoi. Tu t'en vas. Puis ma copine faisait de la danse contemporaine. C'est une chose qui a été importante dans mon cheminement, la danse contemporaine. Et tu te déplaces pas en studio. Il y avait des gens qui venaient prendre des cours. Il y a tout cela. C'est des accroches fortes avec Nice qui étaient que tu te déplaces pas comme ça. Comment apparaissent les sujets? Alors, comment ils apparaissent. Le premier, on me dit que je fais l'autobiographique, ça se fait pas. Je me dis, je vais faire vraiment de l'autobiographie comme ça. Après, j'en ferai plus. Ça s'appelle Passe le temps et je me raconte parce que quand j'avais 40 ans, mais c'était l'adolescence, raconter mon adolescence. Et mon enfance dans le village, parce que c'est pas Nice qui m'a fait, c'est un village à côté. Les vacances, puisque l'école, c'était pas mon truc. Nice, l'intérêt, c'était la mer. Oui, la mer, ça, c'est important. Mais Nice, la ville, l'école, tout ça, c'est l'horreur, quoi. Et pas Nice, là, je dis pas Nice spécialement, bien que dans la tête, il y a un petit verre pour beaucoup d'habitants de Nice. Mais c'était l'école.
Donc, Villars, le village, la rivière, les copains. Il y avait 3 mois de vacances à l'époque. C'était pas rien. Puis il y avait pas, comme aujourd'hui, qu'un gamin part en vacances dans son village, mais en vérité, après, il va faire un truc de voile, et puis après, de cheval, un peu partout dans l'été. Là, tu étais tanké dans le village 3 mois. Et puis, gardé par la grand-mère ou la mère en l'occurrence. Et tu étais là, 3 mois. Les copains, c'est les copains à la vie, quoi. Hein. Tu fais pipi avec eux. Que mon frère s'est cassé la jambe. Tu es avec eux. Tu dors avec eux. Tu manges avec eux. Tu es avec eux, quoi. C'est l'Italie aussi. Hein. Faut savoir, hein, le sud de la France, là, les villages. Et donc, voilà. Je raconte l'adolescence, mais je me raconte petit. Dans le même livre, gamin, à 7 ans, adolescent, et puis je me mets à l'âge où je dessine. Et puis je me mets vieillard tant que j'y suis. Et donc je me dis, voilà, là, il y a toute l'autobiographie. Tu te racontes à tous les âges et tu n'as plus rien à faire avec l'autobiographie. Donc je travaille ce premier scénario là-dessus. Je raconte, je cherche les souvenirs de mon enfance, de où je suis aujourd'hui et de plus tard, là, j'invente. Et puis voilà, ça c'est le premier livre. Et les livres se passent comme ça. Je me pose des questions sur qu'est-ce que je fais. Un des livres, c'est La peau du lézard. Je me dis, voilà, parce qu'au fond, je suis marginal. Hein, je suis marginal. Alors que j'étais un monsieur avec une voiture, un monsieur avec un bel appartement. J'ai plus d'appartement, j'ai plus de voiture, j'ai plus de banque, interdit de banque. Je suis marginal. Et mes gamins aussi. On n'est pas à la rue, mais on vit de pâtes et de patates avec des œufs cassés dessus. Ça s'arrête là. Il y a rien, voilà. Mais on vit en France, il y a toujours un copain qui amène une bouteille et il y a des trucs. En vérité, je suis pas malheureux. C'est pas l'enfer. Non. Tu vis pauvre, c'est tout, quoi. C'est pas grave. Et je suis marginal et je me dis, qu'est-ce que c'est la marginalité? Les jeunes, ils sont tous marginaux. Je vais pas faire un truc avec des jeunes. Après, on rentre dans le travail, on n'est pas marginal. Et je me dis, qu'est-ce que c'est le moins marginal? Eh bien, c'est un vieux. Le vieux, voilà comment je travaille le scénario. Hein. Et le vieux, bon, mais comment il peut, un vieux, être marginal? Eh bien, parce qu'il tombe amoureux. Des vieux peuvent être marginaux parce qu'ils tombent amoureux. Et ou à la ville, on voit pas qu'ils tombent amoureux, c'est des vieux. Mais on sait que ça pose des problèmes. C'est au village. La vieille dame, son mari est mort il y a que 6 mois, et puis voilà qu'elle tombe amoureuse. Et d'un type qui arrive de la ville. Et les yeux du village, c'est pas bien, quoi, tu vois. Et même, je la mets en situation que sa petite fille vienne la voir, justement, une marginale d'office, mais qui est gênée que la maman mémé, elle fait l'amour, quoi, avec un autre vieux, quoi, et que elle pense plus à son homme, quoi. Et voilà, je construis un livre comme ça. Je construis des livres sur de la réalité, avec et j'invente. Au fond, tu pars d'éléments vrais, puis après, il faut toujours amener ça en 44 pages, quoi. Voilà. Mais c'est la réalité qui te... Là, je parle pas de moi, je parle d'une histoire d'amour de 2 vieux. Maintenant, oui, je suis à cette époque-là. Mais à l'époque, non. Dans ce temps-là, non. Voilà. Pour la construction des livres. Est-ce que... Je gagne toujours pas ma vie, si tu veux savoir. Là. Non, toujours pas. Non. Non, mais parce que, par exemple, trêve de plaisanterie, le prix d'Angoulême. Non, rien. C'est un changement, Est-ce que tu as conscience de ce que c'est à l'époque, etc., de ce que ça peut déclencher? Quand je l'ai, je pense que j'aurais dû l'avoir déjà depuis 3 livres. D'accord. Voilà, rien que, tu vois, je me prends pas pour une merde en même temps. Donc, c'est juste, ça arrive à coup parce que c'est le plus simple. Hein, c'est l'histoire d'un pépé, voilà. Alors que les autres sont beaucoup plus compliqués. Dense, ouais. Voilà, donc ça arrive parce que j'ai pas fait
en faisant Kumako, je ne fais pas une fleur à l'éditeur, puisque l'éditeur, c'est toujours Futuropolis, et il accepte ce que je fais. Mais c'est voilà, c'est le plus lisible. En principe, quand un auteur il a un prix comme ça, les livres se mettent à se vendre comme des petits pains. Là, c'est pas le cas. Il en vend 2000 de plus, quoi. Voilà. Et vous en vivez toujours pas de la BD? Aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. Oui. C'est jamais arrivé? Ah oui, aujourd'hui j'en vis. Oui. Ah d'accord, parce que... Ah oui. Non, mais j'ai cru que c'était une blague. Vous me demandez le processus, là. Oui. Je pensais que... Ah non, aujourd'hui, c'est pas que je sais pas où mettre l'argent. Non, ça va. Non, dans le processus, ça va, c'est allé très lentement. Mais c'est magnifique que ça aille lentement. C'est allé très lentement. Hein, j'ai 82 ans maintenant, j'ai commencé à 40 ans, donc ça fait 42 ans. Hein. Eh bien, chaque année, il y avait un plus, un peu plus. À un moment donné, j'ai gagné le SMIC avec ce que je fais, fabuleux. J'ai pu, voilà. Et puis je deviens un artiste. Au début, j'étais à la maison des artistes. Après, maintenant, je suis bande dessinée, quoi. Mais l'URSSAF auteur, quoi. Limousin, ouais, c'est ça. Mais la première fois que j'ai eu le papier, comme quoi j'étais un artiste. Waouh, c'est la fête. C'est dingo, quoi. Parce que c'était arrivé à cela, arrivé à avoir le SMIC. Pour moi, avoir le SMIC avec les ventes de planches. Pas seulement de planches. Parce que un auteur, au début, eh bien, il essaye aussi de gagner des sous avec ce qu'il a fait, des livres. Et les livres, quand même, ça permet d'aller dans les écoles. Hein, on est appelé dans les écoles. Ou les prisons. Hein, dans des lieux, quoi, où on te paye. Hein, pour rencontrer des personnes. Et ça, eh bien, ça aide bien. Hein. C'est pas à dédaigner dans le métier. Et puis, ça me plaisait bien de donner ce que j'avais appris, ce que je faisais. Ça m'a jamais embêté. Puis les enfants, waouh, quand tu vois les yeux qui brillent, ils m'ont fait faire une bande dessinée d'ailleurs, parce que souvent ils me disaient comment vous avez commencé, comment vous avez appris à dessiner tout cela. Et je racontais chaque fois je voyais les yeux qui brillaient de cela. Ah oui, alors avec votre frère, vous avez appris avec votre, voilà. Et donc je me suis dit, j'en fais une bande dessinée avec ça. J'ai fait Pierrot, qui a été en même temps la première bande dessinée à être agréée par l'Éducation nationale. Parce que tu vois, tu racontes l'histoire de 2 mauvais élèves et c'est agréé. C'est bien. Ça c'est le côté chouette de l'éducation. Voilà. Et ça marche comme ça. Donc toujours un progrès, mais très lentement. Chaque fois que tu fais un livre, tu crois que là, tout le monde va venir sur le livre. Non, pas du tout. C'est toujours celui d'après. C'est celui d'après. Voilà. Toujours un peu plus. Et dans les livres, il y a des commandes d'éditeurs. En fait, il y a plusieurs questions dans la question, mais est-ce que parfois, il y a, dans le rapport avec l'éditeur, il y a l'éditeur qui dit, ce serait bien que tu traites de tel sujet, et vous écoutez ce conseil-là, ou comment ça se passe, ou même est-ce qu'il y a des moments où il y a des commandes très 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 concrètes? En tout cas, je crois que j'ai jamais accepté quoi. Non, mais il n'y en a pas eu, non. Voilà, au fond, ma manière de faire, éviter tout cela. Ouais, tu as vraiment liberté totale. Il n'y avait pas de questionnement à ça. Et j'avoue qu'il y a un homme de la bande dessinée très célèbre qui m'a aidé dans ce sens, sans le savoir, hein. Sans le savoir. Mais je pense pas en dire, je ne dis pas du mal de lui, ni de sa bande dessinée. Mes enfants adoraient les 2 héros là de Mézières, des personnages d'anticipation, Valérian et Laureline, ouais. Valérian, oui. Ils adoraient, je leur achetais les albums. Et donc c'est du beau travail. C'est vraiment beau travail. Et je deviens ami avec Mézières. Et il m'invite souvent à boire le café chez lui. Et puis, quand je suis à Paris, là, parce qu'à ce moment-là, je vis à Paris avec Fred Vargas. Bon. Et
Et une fois, je suis chez lui, on boit le café, puis il me dit, bon, maintenant, Edmond, il faut que tu me laisses là, parce que, voilà, là, il faut que je retourne à la galère. Je dis, quoi? Il me dit, bah oui, les deux, là. Je dis, quoi? Ben oui, ouais, ça finit par te sortir des yeux, tu sais, quand tu fais des séries comme ça. Waouh, lui, sans le savoir, il m'a dit, tu feras le plus jeune. Voilà, peut-être il a fait pour moi, hein. Peut-être qu'il savait. Tu sais, des fois, ils sont magiques, les auteurs de bande dessinée. Il était un peu magique, lui aussi. Donc, lui, il m'a dit, l'écart. Tu te tiens à l'écart de ça, à sa manière. D'accord. C'est un scoop, mais il m'en voudrait pas, je suis sûr, hein, de là où il est. Enfin, de là où il est, je crois pas en Dieu non plus, mais enfin, sa mémoire, je dis bien, ces bouquins sont vraiment de très beaux livres pour les enfants. Parce qu'on a essayé de faire dire du mal à tous nos invités. Mais bon, on n'y arrivera pas. Peut-être on pourrait parler de style et de l'évolution peut-être de votre trait. Est-ce que ça a changé au cours du temps? Est-ce que l'air du temps aussi a changé? On apprend. Et par exemple, un autre auteur, Moebius, Jean Giraud. Je suis chez Futuropolis, lui aussi, il faisait des trucs. Il a fait un Moebius, puisque Moebius, Futuropolis faisait des 30-40. Donc il est là, je dessine. Pourquoi? Je suis dans l'atelier, peut-être je corrige des trucs avec une plume. Je fais les livres en noir et blanc, mais avec une plume. Je remplis des fois au pinceau, mais je fais le contour avec la plume. Il me regarde, il me dit, pourquoi tu fais avec la plume, toi? Tu m'étonnes. Et j'ai dit, la plume, quoi. On fait avec la plume, non? Il me dit, non, je fais pas avec la plume. Je lui ai dit, tes trucs là, tes blueberries, tu les fais pas avec la plume? Il me dit, non, je fais tout au pinceau. Tu fais tout au pinceau? Et il me dit, oui, et puis toi, tu dois faire au pinceau. Donc, on a des conseils. On va pas à l'école, mais on te donne des conseils, quoi. Donc, j'ai acheté un pinceau, et puis je l'ai plus quitté. Mais, alors, là, je découvre le pinceau, je découvre ce qu'est le noir et blanc avec le pinceau, et puis surtout cette sensibilité et comment c'est souple et dur comme tu veux, quoi, et qu'il y a toute la musique que tu veux mettre dans le dessin, quoi. Et là, effectivement, je lâche plus le pinceau. Mais je viens là aujourd'hui, on va retourner en arrière après, mais en même temps, j'apprends. Enfin, je fais. Et c'est en faisant que le chemin se fait. Hein. Et aujourd'hui, j'utilise tout. Hein. Aussi bien je gratte, ça peut revenir de la plume. L'important, c'est que dans mon dessin, il y ait toutes les musiques que je veux. Hein. Si je veux des trucs très sèches, je vais employer des Rotring, des trucs comme ça, enfin des rapidos. Je peux employer n'importe mon doigt, je peux employer du papier que je frotte dessus. Je me pose plus la question. Le pinceau est primordial. Il est là souvent, plus souvent. Mais le prochain livre que je fais, j'ai envie de le faire juste avec des allumettes trempées dans l'acrylique, enfin des bouts de bois, quoi, hein, des trucs comme ça. Parce que j'ai constaté que ça peut être rigolo aussi. Elle vient d'où cette envie formelle? Elle arrive d'où? Elle arrive de la Shoah. Alors, quand j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, 6 ans, 42, ça fait 46, 47. Ça fait que à cette époque, il n'y a pas d'image à la maison. Il n'y a que les journaux que mes parents lisent. Ils lisent des journaux de gauche. Et dans les journaux, dans le journal,
il y a surtout des photos de charniers, de découvertes, parce que ça a fini en 45 la guerre, mais c'est pas là que on découvre pas ça comme ça. Hein, c'est des journaux, l'humanité découvre cette horreur, quoi. Et cette horreur, elle se découvre. C'est tous les jours qu'on découvre un charnier. C'est tous les jours qu'on découvre un nouveau camp. Et moi, je suis un gamin et je vois bien que c'est des êtres humains, ce qu'il y a. Et comme un gamin de 5 ans, comme beaucoup de gamins de 5 ans, eh bien, ça me bouleverse, quoi, la mort. On sait la mort quand on est un petit, hein. On n'est pas à côté, hein. Aujourd'hui, on cache les yeux, voilà, mais parce qu'on a raison, parce que certaines morts, ça dépend quand c'est les studios, là, qui font les morts avec la cervelle qui s'en va, c'est pas pareil. Mais la mort, là, elle est réelle, elle est noir et blanc, elle est sur le journal, et moi, je suis fasciné. Et de deux choses. C'est la mort et les corps. C'est des corps blancs sur du noir, du gris, du noir. Les corps sont nus, sont blancs. Et ils sont pas définis par un trait. Ils sont définis par la masse noire de la boue. Et le corps se met à exister non pas par un trait. Et ça va, je vais me mettre à 5 ans à dessiner comme ça. Au fond, non pas détouré, mais par les oppositions des masses, des gris, puisque j'ai que du noir et blanc. Il faut imaginer que j'ai pas de crayon de couleur. Hein. C'est après la guerre, hein, c'est pas, mes parents sont pas riches, hein. On n'a que des crayons noirs et blancs. Et donc, je travaille là-dessus. Je travaille sur à trouver, que ce soit des visages que je fais, mais quand j'ai dit la Shoah, oui, c'est là que j'ai la première fois que j'ai quelque chose. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Comment c'est ça? Ce dessin-là, comment ça marche? C'est loin de la bande dessinée, hein. Donc j'apprends le dessin comme ça. Après, il y a des tas de trucs qui vont être dans ma vie, qui vont être importants. Mais c'est rigolo, c'est des choses rigolotes et des choses terribles. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à Beaubourg on m'a marié avec Artaud. Hein, je suis petit encore là, 7-8 ans, et je dessine les personnages et je dessine pas le haut du crâne. Je sais pas pourquoi. Hein. Et un jour, il y a une psy à la maison. Pas pour moi, hein, elle vient pas m'étudier. Mais elle est là, amie de mes parents, elle est voisine dans la maison. Et elle parle, et elle dit, comme ça, elle a pas vu mes dessins, jamais. Mais elle dit, c'est facile d'avoir un enfant qui a des tendances à la schizophrénie, il dessine pas le haut du crâne. Moi, je sais pas ce que c'est la schizophrénie, mais je veux pas l'attraper, quoi. Alors, je mets des chapeaux à partir de là, des casques, de tout ce que je trouve, quoi. Mais je veux pas la maladie. Après, à 15 ans, on sait qu'est-ce que c'est la schizophrénie, on lit des livres, quoi. Et je continue à pas mettre le haut du crâne. Mais quand je fais la bande dessinée, là, j'ai 40 ans, le premier voyage, je me dis, là, bon, ça va, je vais pas dessiner le haut du crâne, je vais mettre dans mon personnage, parce que j'en ai besoin. S'il passe un oiseau, il passe dans sa tête, quoi. S'il a des idées, on voit ses idées, quoi. Et je fais ça. Et je reçois une lettre, c'est publié, puis je reçois une lettre d'un grand docteur parisien de la Salpêtrière, je crois, et qui me dit, oh là là, j'ai beaucoup aimé votre livre. Et puis je m'en sers avec les étudiants pour expliquer à la schizophrénie. J'étais toujours malade. Et puis on le voit, quoi. C'est évident.
Bon, ça te fait rebondir. Ouais, du coup, pas au bon endroit, mais j'ai une question. J'aimerais bien qu'on parle de l'expo ici et savoir un peu comment, par quel chemin vous êtes arrivé là. Là, ça finit par être une certaine reconnaissance dans la centaine d'auteurs. Là. Bon. Quant à Artaud, eh bien, c'est un rapport à ça, aussi à la tête ouverte. Même une fois, le Beaubourg m'avait déjà, avec Dupuis, il s'était marié pour faire le livre sur Dali. Et déjà, Dali, c'était aussi cela. Parce que Dali, il y a des têtes, effectivement, qui s'allongent, qui deviennent du cacaboudin derrière. Et donc, déjà, avec Dali. Et là, c'est Artaud. Sa difficulté, ou son rapport au visage, tout ce qu'il met dans le visage, quelquefois, des clous, des choses comme cela, des cicatrices, des blessures, des trucs enfoncés dans le cou. Et bien, oui, je me sens pas du tout malade, mais ma sensibilité, il faut croire, m'amène dans ces zones-là, des fois, de qu'est-ce que j'ai sur le visage, qu'est-ce qui m'arrive là, je sais, par exemple, Artaud était très, il a écrit sur Van Gogh, beaucoup. Eh bien, Van Gogh, effectivement, est celui qui m'a questionné aussi beaucoup. Pas que Van Gogh, mais qu'est-ce que c'est que d'être devant des oliviers? Qu'est-ce que c'est que... Parce que je sais comment il était, Van Gogh. Devant, je le sais. J'ai lu ses lettres à Théo, mais je sais comment il est là, le vent, les oliviers, il a son pinceau, il a la toile, il a les couleurs, et il ne sait pas si c'est lui qui se répand dans le paysage ou si c'est le paysage qui vient comme s'enfouit en lui. Et ça vient en lui, il y a des allers-retours. Ces atomes se répandent là dans les oliviers, le ciel, les nuages, et l'instant d'après, les atomes de l'ensemble du paysage viennent en lui. Et ça passe en lui, et ça vient là dans la main, et la main y va sur la toile. Ça, c'est évident. Eh bien, c'est évident pour moi aussi. Voilà. Mais pour beaucoup. Je suis pas le seul. C'est pas évident pour tout le monde. Voilà. Mais tout le monde le voit quand il marche dans la nature que il est aspiré, il tombe dedans. Ou la nature, il pousse contre l'arbre derrière s'il y a un arbre. Mais voilà, je marche comme ça, avec les visages, avec ce que je fais des êtres humains, avec ce que je fais de mes livres, quoi. C'est quelque chose où et après, bien, mon pinceau, ce que j'ai dit du pinceau, comme me l'a montré Jean Giraud, et comment traduire cela au plus près de ce que je sens devant, avec les mots, parce que la bande dessinée, c'est plus que la peinture, avec les mots et avec le dessin. Et le mariage des deux, ça fait tout exploser, c'est fantastique. Ça fait tout exploser. Donc, aujourd'hui, maintenant, la BD, elle a complètement fusionné, alors que quand on revient au tout début, tu dis, non, pas trop, moi, pour la BD, c'était pas mon truc, etc. Mais en fait, finalement, il y a eu une appropriation. Je suis un militant, un militant absolu de la bande dessinée, oui. C'est vrai, il y a une évidence qui s'est créée au fur et à mesure. Je dis bien, la danse contemporaine m'a beaucoup apporté aussi, dans la bande dessinée. Le rapport au corps, le corps dans l'espace, le corps qui bouge, ou en accord avec de la musique, ou en désaccord. Le corps, les oppositions, les confrontations, le silence. Tout cela,
a été pour moi véritablement l'apprentissage avec et donc avec ce que j'ai dit aussi au début, qu'est-ce que c'est une forme, qu'est-ce que c'est comment elle se détache dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a derrière un visage, qu'est-ce qu'il y a derrière les yeux que je vois. Oui, aujourd'hui, bien sûr et la bande dessinée peut aller là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que un mot, des fois c'est un seul truc, quoi. Une photo, je pourrais pas dire quel auteur. Un Suédois, mais il était à Paris. Et puis c'est dans les années 50. On voit, comment vous dire, la poésie que ça peut aller, une image et des mots, quoi. On voit un clodo allongé sur le trottoir. Il y a un muret derrière, et au-dessus du muret, une petite, du buis, taillé. Bon. Le clodo, dans son manteau, il a vomi, il y a quelque chose qui dégouline sur le trottoir, c'est noir et blanc. Il y a l'enfilade de la rue, rien de plus. Mais la légende dit, je me souviens du petit chat qui a sauté dans le buis. Waouh! Et tu vois pas le petit chat. Et là, voilà l'image et le texte pour dire ce qu'on peut faire. On arrive à la fin. Les gars, je vais gâcher la fête. Je suis désolé. Tu sonnes le. Je sonne le gong. J'imagine. Ça fait 1 heure qu'on y est. Je sais pas trop. Peut-être une dernière, une dernière question, puis après on verra pour les réseaux sociaux. Ouais. Une dernière question. Quoi comme dernière question, si ce n'est je suis riche. Non, mais si ce n'est l'argent, c'est de l'amour. Après tout ça, quel conseil, qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes créateurs et créatrices Un peu la lettre de Rilke aux jeunes poètes, un peu ça, quoi. Si quelqu'un le sait, le sent, qui veut aller, quoi qu'il fasse, qu'il y aille, et que rien ne l'empêche d'aller, il trouvera le chemin. Voilà. S'il a quelque chose à dire, s'il sait qu'il a quelque chose à faire avec ça, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit le théâtre, que ce soit la vidéo, on s'en fout. Oui, tout possible. Et s'il sait qu'il l'a, mais il faut il faut pas qu'il triche avec lui, quoi. Et alors à ce moment-là, il va. Et puis ça se passera s'il meurt pas trop vite. Mais parce que c'est vrai, quoi. Si j'étais mort à 40 balais. Tu vois, et véritablement aujourd'hui, c'est fou, quoi. Il va y avoir après-demain, dans quelques jours, l'inauguration de la première ligne qui se fait là de Grand Paris, quoi, qui va à Orly. Et j'ai illustré la station d'Orly, quoi. Ah putain, on n'a pas parlé de ça. Oui. En fait, c'est pas fini. Non, mais je veux dire, tu vois le chemin où ça t'amène, quoi. Pour aller à la fin de ça, je veux dire. La station d'Orly sera la fin, pour l'instant. Ouais. Non, mais je veux dire, tu fais des trucs. Tu fais des trucs, et un jour, on te demande de faire... donc, tu n'en sais rien d'où ça va. Mais j'ai été prof 3 ans au Québec, dans une université. La première fois que je rentrais dans une université, c'était en tant que prof. Oui, mais j'ai lu que tu l'avais quitté parce qu'il t'avait proposé un CDI. T'as fait non, je m'en vais. Non, parce que je pouvais pas. Non, j'avais encore des enfants. Non, ça aurait été bien de rester prof. Pourquoi pas? Non, j'avais rien contre le Canada non plus. Non, c'est fou, quoi. Tu as le certificat d'études, tu rentres dans une université, tu sais pas comment ça se passe, et tu rien. Et puis c'est la première fois que tu vois une université commencer, bien voilà. Et je dis au type là qui est là, pas au type, qu'est-ce que ça veut dire? Un prof, un grand prof, mais de droit, qui était là. Un mec brésilien, mais il parlait français, bien sûr. Et puis je lui dis, comment c'est être prof? Comment ça marche? Je sais pas, moi. Il me dit, c'est simple. T'arrives le matin, tu les vois, tu étudies la chose,
Tu les prends par les couilles et tu y vas. Voilà, prof, c'est ça. C'est pas la peine de faire des études très longues. Et comment... Désolé, j'ai encore cassé. Comment on construit une intervention dans une gare, justement, du Grand Paris? Comment, du coup, ça a été quoi l'envie? De parler des enfants, parce que comme je sais que ça va durer 6-7 ans, qu'on va être, peut-être plus longtemps, je sais pas, enfin, c'est longtemps, pas mal de temps. Moi, je sais pas où sera le monde dans 6-7 ans, hein, mais j'espère qu'il y aura toujours des enfants, quoi. Hein. Je sais pas du tout les villes, les Orly, les avions, aucune idée ça. Mais des rêves d'enfants, puisque je parle des rêves, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la vie? Des rêves d'enfants, oui. Donc j'ai fait des rêves d'enfants, voilà. Autour de la danse, autour de l'air, autour du skate. Et changer de support, c'était intéressant? Oh, en vérité, j'ai travaillé sur 1 mètre, 1m20, quoi. Oui. C'est pas tellement... D'accord, mais j'imagine que l'échelle après est changée. Ah oui, donc il faut y penser pour comment que ça puisse se voir et que ça... Voilà. Il y a une émotion? Oui, bien sûr. Hein, c'est 75 000 personnes tous les jours vont passer là-dedans, paraît-il. Ils vont pas voir mon nom obligatoirement, ils s'en foutent. Mais ils vont voir mes dessins. C'est quand même dingo, quoi. Et j'espère leur faire plaisir. Ils vont aller travailler la journée. Pour certains, ça va être à 6 heures du matin, là. Donner un truc, quoi. Donner un peu... C'est ça la question, hein. Donner, non pas envie d'aller travailler obligatoirement, mais donner un peu de vie, quoi, hein, là, avec ça, quoi. Qu'il se dit, surtout qu'il va le voir longtemps, hein. Donc, faire que, quand même, ça, chaque fois, il peut trouver quelque chose ou une idée un peu différente, quoi. Qui peut se dire, ah ouais, j'avais pas vu ça, mais, Et c'était la première fois qu'il y avait un travail dans ce genre-là. En tout cas, qu'ils ont donné. Hein, je suis pas le seul. Hein, ouais. C'est beaucoup de jeunes femmes de l'édition de jeunesse. Hein, Okay. C'est beau. Et j'ai vu les trucs. Des fois, je suis jaloux de ce qu'elles ont fait. Ouais. Il, elle. Mais quand il y a plus de elle, il faut dire elle, non? Hein, c'est mieux. Il faudrait changer un peu la grammaire de ça, non? Hein? Je sais pas. Oh là là, le stress. Je ne peux rien faire de mal en direct. Non, bah moi c'est tout. On n'a plus le temps. Ouais, voilà. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Edmond, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les deux. Et aux jeunes gens ou pas jeunes gens qui vont écouter. Bah ouais. Voilà. J'espère nombreux. Oui, tout à fait. Et à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez les ouvrages et créations d'Edmond dans toutes les bonnes librairies de France. Merci au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient dans ce projet. Un grand merci à Cyril et son équipe à la régie. Retrouvez toutes les informations et actualités de Sans Titre sur notre Instagram @sanstitre.cast. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.